Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le Bénin a un nouveau facilitateur dans la gestion des crises socio-politiques. Pascal Essou, le nouveau médiateur de la République, a prêté serment ce mercredi en présence du chef de l'État, Jérôme Mungbo, nous en dit plus. Le ralentissement économique d'après-crise sanitaire en Afrique suscite réflexion. Un sommet s'y est penché à Paris. Le ministre béninois de l'économie et des finances y a pris part. Romia Douadaï a été l'invité de Radio France Internationale. Vous l'entendrez. Il retrouve le sourire après le passage du président Patrice Talon. Ce sont ses promoteurs de bars et restaurants le long de la bande côtière à la plage Fige-Rossay-Jaco. Face à l'imminence de libérer les lieux, le chef de l'État intercède et sauve leur business, à suivre leurs propos de reconnaissance. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le nouveau médiateur de la République entre officiellement en service. Pascal Essou a prêté serment ce mercredi 19 mai en présence du président Patrice Talon qui en a pris acte. Les détails avec Jérôme Mungbo. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu dans l'exercice de mes fonctions. Nommé en Conseil des ministres le 12 mai 2021, sur proposition du président de la République, Pascal Essou prend les rênes de la médiature. Patrice Talon a pris acte de ce serment tout en lui renouvelant ses félicitations. Par cette période de grande mutation, le Bénin attend beaucoup du nouveau médiateur, notamment assurer le dialogue permanent entre les Béninoises et les Béninois à tous les niveaux. Notre quête de développement qui a nécessité la rupture avec nos acquis, nos habitudes du passé, parfois nous amène à des controverses, nous amène à des divergences qui, quelquefois, mettent à l'épreuve notre concorde. Et en ces circonstances, monsieur le médiateur de la République, je voudrais espérer que votre personnalité, que tout le monde connaît, sera pour nous un atout pour que le dialogue nécessaire puisse caractériser désormais notre vivre ensemble. Le choix de Pascal Essou n'a pas été fait au hasard. Vous êtes en train de compléter notre arsenal pour les 5 années qui vont commencer bientôt dans le cadre de nouveau mandat du président de la République. Et pour vous, donc, le défi est grand. Nous avons mis du temps pour trouver la personne à même de succéder à M. Yunofun, le médiateur sortant. Vous aurez donc une tâche pas facile. Vous succédez à quelqu'un qui est connu pour ses qualités, qui est connu pour son talent de négociateur. Mais je n'ai pas de doute que, tel qu'on vous connaît, vous serez à la hauteur. Je veux saisir l'occasion pour adresser mes salutations chaleureuse et notamment mes félicitations au médiateur sortant, M. Yunofun, et lui adresser les remerciements de la République. Patrice Talon rassure que pour les 5 ans du prochain gouvernement, son équipe mettra tout en œuvre pour accompagner le médiateur de la République dans ses fonctions. Et on se rapproche de ce nouveau médiateur qui dit mesurer l'immensité de la mission à lui assignée par la République. Son prédécesseur et les collègues parlementaires le créditent déjà d'une capacité managériale convenable. On les écoute au micro de Jérôme Mungbo et Wenceslas Awaimo. Toute ma gratitude et toute ma reconnaissance au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, pour avoir fait confiance en ma personne. Je voudrais également rendre hommage à mes 2 prédécesseurs, le feu professeur Albert Thévo-Edrin et le ministre Yunofun Joseph, que j'appelle affectueusement doyen, pour le travail abattu pour le compte de l'institution. Nous sommes conscients
de l'importance, de l'immensité des tâches qui nous attendent, ainsi que l'espoir du peuple à nous faire confiance afin de satisfaire ses exigences. Nous prenons l'engagement, après la cérémonie, de nous mettre rapidement au travail, dans l'impartialité et conformément aux tests, comme le président vient de le dire. Vous avez suivi tout à l'heure, il a ouvert le champ d'action et je pense que je peux compter sur tout le personnel et le médiateur sortant pour que très tôt, nous puissions nous mettre au travail et satisfaire les attentes du président. Je remarque que c'est un homme extrêmement disponible, qui est prêt à assumer la fonction et à assurer la pérennité de l'institution. Et ça, c'est important. Le président vient de lui dire et de lui accorder une nouvelle dynamique. Et il saisira cela pour monter l'institution au plafond. Donc, je lui souhaite bon vent et que la République l'accompagne. C'est une nouvelle institution, disons pratiquement la dernière, pour boucler la boucle des institutions réglementairement. Voilà. Maintenant, nous attendons quoi du médiateur? Le chef de l'État l'a dit clairement. Le contexte social, politique, il est tel que le médiateur a un rôle important, imminent à jouer. Le médiateur doit être celui qui recherche le dialogue entre les fils et filles du Bénin, sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, syndical. Le chef de l'État a planté le décor de sa mission et nous espérons bien que très vite, le nouveau médiateur, bien sûr, avec le soutien du sortant, prendra rapidement ses marques. Le médiateur de la République doit prendre son bâton de pèlerin pour discuter avec tout le monde, que ce soit dans le secteur politique, secteur social, syndical, et aussi les citoyens qui doivent se plaindre par rapport à un certain nombre d'institutions de la République. Donc j'exhorte le nouveau médiateur que dans le contexte actuel où il y a eu des mésententes entre nous, je crois qu'il doit s'armer suffisamment et discuter avec tout le monde et voir dans la mesure du possible. Tout d'abord, nous tenons à remercier le chef de l'État pour avoir porté le choix sur notre aîné Essou Pascal. C'est un homme de grande facture, une facture méritée. Et nous avons l'assurance qu'il sera à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Médiateur, ce n'est pas une petite fonction, c'est une haute fonction. Et nous avons l'assurance que par nos prières, il réussira sa mission et il ne va pas décevoir le peuple. Parce que c'est un homme ouvert qui a le cœur d'une grande écoute. Nous pouvons le regretter en tant que député à l'Assemblée nationale, mais il va vers des aspirations, vers des fonctions encore plus nobles et tout aussi utiles pour le pays. Et donc c'est avec beaucoup de fierté que nous l'accompagnons dans cette fonction. C'est plutôt une fierté lorsque l'un des vôtres est promu, lorsque l'un des vôtres a la confiance du chef de l'État et du pays et qu'il accède à ce niveau de responsabilité. C'est plutôt un bonheur et on l'accompagne sans regret, on l'accompagne avec beaucoup de bonheur. Et on le sait déjà, un nouveau médiateur de la République s'installe, l'ancien s'en va, mais avant de partir, Joseph Gionlonfou, le sortant, parle de son bilan et du temps passé à la tête de l'institution. Ghislain Poguet a recueilli ses propos. En 2013, quand je suis arrivé, nous avons reçu 215 plaintes. En 2014, 236. En 2015, 238. En 2016, 316. En 2017, 473. En 2018, 557. En 2019, 792. En 2020, c'est à cause des élections et à cause de la Covid-19, 635 quand même. Et le premier trimestre de 221, nous avons déjà engrangé 180 plaintes. Quand vous arrivez à donner satisfaction à une personne qui vous écrit pour dire que j'ai eu mes arriérés de pension, mes arriérés de salaire, ou j'ai eu le grade que j'attendais et
grâce à votre secours, j'ai eu, ça nous donne satisfaction, on est fiers. Ce qui nous a le plus rendu fiers, c'est un enseignant. Il a parlé en pleurant parce qu'il avait droit à une certaine somme. Et tout montrait qu'il avait reçu ça. Or, quand cette somme était arrivée au niveau d'une administration, les gens ont pris cela. Quand nous sommes intervenus dans cette affaire, il a eu ses sous. Et quand il a rendu témoignage, il s'est mis à pleurer. Il dit, si on n'était pas intervenu, on aurait cru qu'il a reçu les sous et qu'il continuait. De mauvaise foi, les gens allaient dire à se plaindre. Le citoyen qui n'a pas eu de problème avec l'administration pense que l'institution n'est pas utile. Elle est nécessaire. Et puis, autre actualité dans ce journal, le ministre de l'économie et des finances a pris part à Paris au sommet sur le financement des économies africaines. Tôt ce matin, il a été reçu au téléphone par nos confrères de RFI. Jérôme Ongo nous propose un extrait de leur entretien, un extrait audio. Regardez. Les participants au sommet de Paris ont exprimé le souhait que le Fonds monétaire international débloque quelques 100 milliards de dollars pour l'Afrique sous forme de droits de tirage spéciaux. Mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux ? Non, pour nous, il ne s'agit pas d'un vœu pieux parce qu'en réalité, cette proposition d'avoir des ressources nouvelles est celle que le Bénin, par la voix du président Patrice Talon, a défendue dès avril 2020 lorsqu'il a envoyé une note à l'ensemble des dirigeants du G20 ainsi qu'aux dirigeants des institutions internationales telles que le FMI, proposant 3 solutions dont la première étant l'utilisation de DTS pour fournir des ressources nouvelles à nos pays. Je rappelle également que le Fonds monétaire estime que les besoins d'urgence pour l'Afrique d'ici 2025 s'élèvent à quelques 285 milliards de dollars. Donc, espérer 100 milliards sur un besoin de 285 n'est pas un vœu pieux, puisque nous savons très bien que le montant prévu à être débloqué au titre des DTS aujourd'hui est de l'ordre de 650 milliards. Oui, mais il faut tout de même que les pays riches qui ont ces droits de tirage spéciaux en priorité renoncent à leur quote-part et acceptent de les réallouer à des pays africains, par exemple. Mais c'est là tout l'intérêt de la solidarité mondiale. Vous savez, la solidarité internationale se manifeste aujourd'hui par la capacité de certains pays de pouvoir donner leur quota de DTS à d'autres pays. Oui, mais ce n'est pas gagné, monsieur le ministre. La France a dit oui, mais les États-Unis n'ont pas encore dit oui, loin de là. C'est pas du tout gagné, mais pour nous, déjà, une partie de la bataille a été gagnée. Parce que rappelez-vous encore, en avril 2020, quand le président Patrice Talon a demandé de réfléchir dans le sens d'attribution d'allocations nouvelles de DTS, on était les seuls, le Bénin était les seuls à faire ça. Donc aujourd'hui, qu'il y ait unanimité autour de cette proposition est déjà une bonne nouvelle. Et nous sommes convaincus que les pays suivront la proposition française d'aller vers cette allocation. Vous souhaitez que les Américains, les Japonais, tout le monde suive, quoi. Nous souhaitons qu'ils suivent et je rappelle que le Japon a participé au sommet tout à l'heure et n'a pas objecté à ce plaidoyer. Une prolongation du moratoire sur le remboursement de la dette jusqu'à la fin de l'année, est-ce que c'est pour vous une bonne nouvelle ? Nous sommes fidèles à notre position et je me réjouis que la déclaration finale que vous avez certainement reçue ne parle ni d'annulation de dette ni de moratoire. Nous considérons que les questions de dette pour des pays qui ont des situations particulières doivent se traiter au cas par cas, mais s'agissant de solutions pour l'Afrique en général, il y a des solutions que nous considérons qu'il faut privilégier, c'est celle de l'allocation de DTS. Donc pour le Bénin, un moratoire sur le remboursement de la dette, ce n'est pas une priorité, c'est ça ? Non, pour le Bénin, le moratoire de la dette n'est pas une priorité, non. Et pourquoi ? Parce que vous souhaitez pouvoir être toujours crédible aux yeux des institutions financières qui peuvent prêter de l'argent ? Notre logique a été toujours de dire que quand on a durement acquis une crédibilité sur la place des marchés, en période de crise, le premier réflexe, c'est de s'assurer d'avoir les capacités d'honorer ses engagements. Et donc, toutes les solutions qui permettent au pays d'avoir des ressources nouvelles pour honorer les engagements doivent être privilégiées. C'est pour ça que nous nous réjouissons donc de l'initiative d'émission de DTS. Cela dit, il y a des pays qui ont des situations particulières et qui nécessitent de s'asseoir avec les prêteurs, les bailleurs, pour renégocier, rééchelonner les dettes. Et ces situations peuvent exister et nul ne saurait s'opposer à ces situations. Mais par principe, s'il est possible de trouver des solutions pour avoir de la trésorerie nouvelle et être en mesure de toujours honorer ses engagements, il est préférable de partir dans cette direction parce que c'est la direction qui permet de préserver la signature, la crédibilité et la capacité à retourner sur le marché. Et on
On entre dans la ferveur de l'investiture du chef de l'État. Vous le savez sans doute, nous sommes à quelques jours de l'investiture du président de la République. Et en prélude à la cérémonie, la rédaction s'est intéressée au principe de l'alignement des mandats, l'une des modifications apportées à la Constitution du 11 décembre 1990, révisitée en novembre 2019. Dans le reportage que nous vous proposons de suivre, nous faisons le point sur les tenants et aboutissants de ce principe. C'est un élémentier génial à Fouda, Monsiaboka et Edmond Ngo. L'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Novembre 2019, la Constitution de la République du Bénin prend un coup de jeûne avec pour un des points forts l'alignement des mandats. Un principe prévu à l'article 153 de la loi fondamentale revisitée. C'est l'une des conditions techniques de réalisation de l'organisation générale des élections. L'alignement des mandats s'entend donc de la mise en ordre sur une même ligne des mandats électifs au Bénin, c'est-à-dire du mandat présidentiel, du mandat des députés et du mandat des maires, des élus locaux. Il sera donc désormais question pour le Bénin d'organiser des élections générales, une première dans l'histoire démocratique de notre pays, un choix politique à bien des enjeux. On veut diminuer le poids de l'argent, on veut diminuer la corruption, on veut diminuer un certain nombre de choses dans notre pays de travers, on veut les faire regresser. C'était primordial d'aller vers les élections générales. Qu'on puisse avoir des élections pendant la même période. On sait que c'est sur 6 mois, nous avons des élections législatives, communales, présidentielles. Et une fois qu'on sort de ça, on a 5 ans, 4 ans et demi ou 4 ans pour travailler. Tout le monde a pris conscience qu'à chacune des élections, c'était des dizaines et des dizaines de milliards qui étaient mobilisés. C'était une administration publique qui était quasiment paralysée pendant 1 mois, voire 2 mois, avec une incidence directe sur la santé de l'économie. Il y avait également ce qu'on savait moins, c'est-à-dire l'impact des campagnes aussi bien sur les candidats eux-mêmes que sur les partis qui étaient complètement esquintés. Et donc, il y avait à un moment donné, au sein de la classe politique, un besoin d'aller vers un regroupement de toutes ces élections pour, à la limite, comme ils disaient eux-mêmes, laisser le temps pour travailler pour le Bénin. Voilà. Donc, il fallait sortir de cet engrenage. Le Bénin fera l'expérience des élections couplées en 2026. À l'issue de ces scrutins, le président de la République, les députés et les maires qui seront élus exécuteront tous un mandat de 5 ans. Parlant du nouveau mandat du chef de l'État à Porto Novo, les citoyens de la ville se sont prononcés sur l'investiture du dimanche au palais des gouverneurs. Dans le micro-trottoir que vous allez suivre, ils se disent satisfaits et ils souhaitent un bon mandat au président Patrice Talon. Regardez. Depuis des siècles, c'est toujours Porto Novo qui gagne les investitures des présidents. Comme vous le savez, nous attendons assez des choses pour le dimanche prochain et nous souhaiterons que, d'après ces projets qu'il avait fait pendant les 5 ans passés, nous attendons plus que ça maintenant. Que ça aille de l'avant. Nous le supportons et nous sommes derrière lui 100% pour le reçu de ces projets restants. C'est une grande joie qui m'anime parce que le second mandat du chef de l'État, on est allé à l'élection avec une nouvelle loi. Et beaucoup ne s'entendaient pas, mais j'ai vu tel que les élections se sont passées, ça a été vraiment bien passé. Le chef de l'État a félicité par rapport à ces réformes bien préparées. C'est un chapeau que je vais tirer pour lui et je vais lui souhaiter
un bon quinquennat de son second mandat. Je peux dire que c'est un honneur pour nous et de voir abriter cet événement dans notre ville. Vraiment, c'est une joie. Pour les 5 ans à venir, que l'UME retrouve la vraie valeur de la ville comme la ville capitale. Vous allez vraiment m'excuser, n'en plaise à ceux qui ne veulent pas entendre. Nous savons que notre ville a commencé par être, comment dit-on, très bien vue maintenant. Les routes, les infrastructures que nous sommes en train de voir nous font vraiment plaisir. Ça peut continuer jusqu'à la fin. Presque toutes les rues, et de l'eau, de l'électricité pour la population, ce serait vraiment notre souhait. C'est vrai, il en fait déjà, les 5 ans passés, il a fait. Et je crois, la manière dont il a fait là, si on fait encore 5 ans, vous allez voir que le Bénin va changer. Et le Bénin a déjà changé. Allez dans certaines villes, vous allez voir que vraiment on souffrait. C'est vrai que nous sommes en Afrique, mais on souffrait. Et je suis content, et toute la population le dit. Et les temps à venir, bon, le social il a aussi promis un peu de social. Je crois qu'on va espérer tout ça là et ça va être réaliste parce que ce qu'il dit, il le fait. Si on me disait que notre pays, le Bénin, aura un changement comme ça, bon, je dirais non. Bon, par exemple, moi j'ai une moto, je conduis. Avant, sur les voies, bon, on avait les voies dégradées, tout est comme ça. Mais maintenant, là, tout a changé. Tout a changé. Là, il nous a fait des voies. Et pour conduire maintenant, ça nous rend facile. C'est un grand joie pour nous, population de Porto Novo, de l'accueillir ce jour-là. Puisque c'est un président qu'on n'a jamais vu au Bénin. C'est un président à part entière. Donc, il est à féliciter dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre au Bénin. Nous, les étudiants, s'il peut faire créer des petites entreprises pour pouvoir nous embaucher, voilà, ce serait très, très... Parce qu'il y a plusieurs parmi nous qui ont les diplômes qu'ils ont pris pour faire des oreillers à la maison. Et on marque un arrêt à la plage Fige-Rosset à Cotonou. Ils ont retrouvé le sourire. Ils se sont des promoteurs de bars et restaurants sous l'emprise du projet d'embellissement de la plage. Le président de la République, Patrice Talon, a souhaité qu'ils continuent leurs activités le long de cette bande côtière. Ils devraient tous libérer les lieux, mais le chef de l'État a décidé autrement. Certains ont du mal à contenir leur joie. Nous les avons rencontrés, surtout ce promoteur de bar le plus influent sur cette bande côtière. Suivez le reportage. La toilette matinale, à cet espace d'accueil et de détente. Une équipe surmotivée à la tâche. À la première loge, le patron de ce bar-restaurant, l'un des plus influents le long de la plage de Fige-Rosset-Jaco. Comme à son habitude, Boris donne l'exemple, en se confondant à ses collaborateurs. Mais le stimulant de ce lundi matin est à rechercher dans la décision du chef de l'État lors de son passage à la plage. Boris devrait libérer les lieux, tout comme ses autres pairs, mais le chef de l'État décide autrement. Après les élections, dans un de ses discours, il a dit que le social sera au cœur de ce mandat. C'est ce qu'il a fait. Il a entendu le cri de cette partie du peuple qui occupe la plage et il est venu en tant comme notre sauveur. La main-d'œuvre est fortement impactée. Plus d'une centaine d'employés, les deux sexes confondus, sauvent ainsi leur job. La responsable de la cuisine se confond en remerciements à l'endroit du président de la République. Merci de m'avoir gardé. Ensuite, je ne peux que lui souhaiter bon courage, beaucoup de chance et de continuer dans sa direction. Parce que lui, il est mon mentor. Boris et son équipe avaient frôlé la catastrophe à l'annonce de la décision de démolition des bars et restaurants
sous l'emprise du projet d'embellissement de la plage. Mais aucune alternative, si ce n'est que de se plier à la décision de l'autorité. Nous ne sommes plus dans un pays de pagaille. Donc ça veut dire que quand une décision est prise, il faut la respecter. Raison pour laquelle, déjà le lundi, moi j'ai appelé les menuisiers, les maçons, et on a commencé par démolir. Beaucoup de gens pleuraient. Beaucoup de gens disaient mais c'était fini pour eux. Mais nous-mêmes, on en fait partie. Nous les servants, on en fait partie. Sans compter mon patron. Dieu merci, étant père de la nation, il a eu la sagesse, l'esprit de compassion. La joie a regagné le cœur de ce personnel en détresse. Et nous étions heureux de voir que l'autorité a pu quand même sauvegarder les emplois. La bonne nouvelle se propage le long de cette bande côtière avec ses autres promoteurs qui saluent également l'initiative de ce projet. Il faut un peu régulariser le cadre. Nous, on est prêts à rentrer dans la vision du gouvernement et nous remercions vraiment notre président Patrice Talon. En attendant cette métamorphose annoncée, les promoteurs de bars et restaurants sur la plage de Figeroset-Jacó continueront d'assurer le service tel que l'a voulu le chef de l'État. Et on parle à présent de la métrologie au service de la santé. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre demain, 20 mai, la journée internationale de la métrologie. À cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait passer un message. Quelle est l'importance de cette journée? Shadia Souman nous répond au micro de Arsène Dancy et Simon Villon. Le thème choisi pour 2021 est le suivant: mesurer pour la santé. L'objectif étant de sensibiliser au rôle important que joue la mesure dans la santé et donc dans le bien-être de chacun d'entre nous. Dans le monde entier, les laboratoires nationaux de métrologie font évoluer en permanence la science de la mesure en mettant au point et en validant de nouvelles techniques de mesure selon le niveau de sophistication requis. L'Organisation internationale de métrologie légale, l'OIML, élabore les recommandations internationales dont l'objectif est d'aligner et d'harmoniser les exigences dans de nombreux domaines, gère le système de certification qui facilite l'acceptation internationale et le commerce mondial des instruments de mesure soumis à des réglementations. La Journée mondiale de la métrologie reconnaît et célèbre le rôle de tous ceux qui travaillent tout au long de l'année dans les organisations et laboratoires de métrologie intergouvernementaux et nationaux. Pour mémoriser cette journée, l'ANM procédera conformément au thème choisi à la vérification gratuite de pesage dans les formations sanitaires en vue de sensibiliser sur l'importance de vérification et d'étalonnage des mesures et matériels de mesurage dans les centres de santé. Et on part pour le Septentrion. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin au contact des opérateurs économiques du Septentrion, Arnaud Akapo, a eu des échanges francs sur les modalités et opportunités liées à la mise en conformité dans l'exercice des activités génératrices de revenus. L'objectif spécifique de la rencontre tenue à la salle de réunion de Parakou consiste à mieux peaufiner les acteurs, à mieux les informer sur les acteurs du secteur pour de meilleurs profits. Ousmane Baparapé nous en dit plus dans cet élément. La démarche vise à toucher du doigt les réalités des acteurs économiques du secteur privé pour une coproduction de ressources au développement. À vous, chers opérateurs économiques, je voudrais vous inviter à poser toutes vos préoccupations à l'ensemble des élus consulaires. Une rencontre dite donc de vérité. Et à tour de rôle, les représentants des secteurs d'activité conviés exposent leurs doléances après avoir reconnu les efforts du gouvernement du président Talon dans le domaine du transport, par exemple. Nous sommes enthousiastes pour le féliciter au sujet des réformes qui ont permis de sécuriser le corridor et la réflexion du réseau routier qui facilite l'exercice de notre métier. Cependant, nous sommes confrontés à la cherté des formalités pour l'obtention de l'autorisation du titre de transport. Nous sommes les plus disants dans la sous-région. La cherté des péages, dont le prix est passé du simple au triple, soit 90 000 francs pour une simple traversée Cotonou-Malambé, sont autant de problèmes qui empêchent les transporteurs de s'épanouir.
Les préoccupations ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds, rassure le président de la CCIB, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Nous sommes en train de travailler sur beaucoup d'autres thématiques que nous ne pourrons pas tout déballer ici parce que la semaine prochaine, nous allons faire sortir notre plan stratégique 2020-2025 et ça prend en compte toutes vos préoccupations parce que le problème est d'ordre général et vous nous avez mandaté pour régler vos problèmes et je vous rassure qu'à la fin, à la descente, vous aurez le temps d'apprécier ce pourquoi vous nous avez mandaté. Une formation sur la tenue de la comptabilité a mis un terme à la journée d'échange et de renforcement des capacités managériales. Et l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaou qui reçoit la certification. Qu'est-ce que c'est que la certification? À quoi sert-elle et en quoi est-elle utile pour le Bénin? Élément de réponse avec le directeur général de l'Agence de l'aviation civile, Kaleba, est au micro de Ghislain Poguet et Benjamin Denayon. La certification, c'est le processus normalisé qui permet de déterminer à un instant T que l'exploitant, donc l'aéroport de Cotonou, l'aérodrome de Cotonou, répond aux normes minimales de sécurité aérienne. Par le passé, il y a eu beaucoup de tentatives. Les grands investissements que nous avons eus ces derniers temps, depuis 2016, sur les équipements, sur les installations, sur la piste, les réformes qui ont été engagées dans le secteur du transport aérien ont fait que nous avons acquis la capacité de franchir cette étape qu'est la certification grâce aux investissements consentis par le gouvernement du président Patrice Talon qui a permis de mettre notre piste aux normes. Certaines grandes compagnies qui n'attendent que ça pour desservir notre plateforme aéroportuaire peuvent valablement venir pour commencer à explorer les possibilités de desserte. Le président de la République a indiqué clairement qu'on va utiliser l'aviation civile, le transport aérien comme un levier de développement et avec le tourisme qui ne vit qu'avec le transport aérien. Et on parle à présent de ce nouveau partenariat. Le ministre de la Santé et les représentants des organismes partenaires viennent de nouer un nouveau partenariat avec les professionnels des médias. Objectif, encourager ces hommes à donner la vraie information aux populations afin que le combat contre le coronavirus porte véritablement de fruits. C'est à la faveur d'une rencontre qui a eu lieu mardi dernier à Cotonou. Jean-Claude James et Michel Eboué. Croisade contre la COVID-19 au Bénin. Cet effort collectif souffre d'un autre virus, l'infodémie. Aujourd'hui, je pense que la vraie pandémie, c'est la pandémie de l'infodémie. C'est parce que nous avons les réseaux sociaux et que l'information circule très vite plutôt que nous avons tous ces problèmes. Vous avez vu des vidéos circuler où on voit des personnes tomber. On dit qu'ils viennent se faire vacciner par AstraZeneca et c'est avec ça que la personne est tombée. Vous en voyez de toutes les couleurs et si vous ne faites pas attention, vous êtes influencé par ça, vous avez peur et ça vous inhibe. Les 1 milliard de personnes qu'on est en train de vacciner en Inde avec AstraZeneca, on n'a pas eu un seul cas de thrombose. Les hommes des médias sont donc invités à donner la bonne information. Mais ces partenaires clés, comme les autorités les appellent, dénoncent l'accès difficile aux sources. Devant une pathologie qui est récente, il n'est pas conseillé qu'on puisse autoriser n'importe qui à venir devant la place publique pour traiter de questions aussi sensibles. Mais il y a ces personnes qui existent, dont vous pourrez avoir les identités et les solliciter en temps opportun pour pouvoir vous apporter la bonne et la juste information. Autre préoccupation des journalistes, existe-t-il assez de doses pour couvrir toute la population africaine? 1 milliard de doses de vaccins pour vacciner les populations africaines jusqu'à 60%.
Donc on aura même plus parce qu'il faut que maintenant on vaccine plus de 60% de la population. Les partenaires COVAX continuent de se battre pour qu'on ait suffisamment de vaccins pour vacciner les populations africaines. La vaccination dispense-t-elle des gestes barrières? Lorsqu'on vaccine quelqu'un, on est aujourd'hui à 100% assuré que cette personne ne développera pas de forme grave de la maladie. Vous comprenez donc aisément que si on peut faire la maladie même en étant vacciné, il est indispensable qu'on continue d'observer les gestes barrières. Face aux rumeurs relatives à la vaccination anti-Covid et les campagnes de routine, les journalistes sont encore sollicités. La vaccination ne doit pas perturber ou ralentir la vaccination de routine, surtout en ce qui concerne les enfants, les moins de 5 ans. Et le rôle que vous devez jouer et que vous pourriez jouer et nous aider aussi à jouer, c'est de s'assurer que les informations passent au niveau des parents. En conclusion, les centres sont ouverts à toute personne âgée d'au moins 18 ans pour la vaccination, une arme efficace contre ce virus qui court toujours. Un peu de sport pour finir. 16e édition du Tour cycliste du Bénin. L'ambiance était très festive à Djougou pour la deuxième étape. Venus de tout contourant, les cyclistes ont été accueillis chaleureusement par les populations à leur retour. Bernard Dioboué et Aniat Bello les attendaient également sur la ligne d'arrivée. Caméra et micro au point. Regardez. L'esprit est parti! L'esprit est parti! Le Burkina Faso arrive premier, la Côte d'Ivoire deuxième et le Bénin troisième avec Idrissou Bachiki qui loue les efforts fournis par ses coéquipiers. Les gars ont contrôlé la course, ils ont beaucoup travaillé pour faire fatiguer les Burkinabés. Et aujourd'hui, nous puissions gagner au moins cette étape, même c'est pas mal. J'ai terminé troisième sur l'étape, donc ça promet encore, on a encore 4 jours. L'entraîneur de l'équipe béninoise reste très confiant en ses poulains pour le reste des étapes de la compétition. Nous sommes en avant-goût, on était troisième, demain sera deuxième, après demain sera premier, et on gagne le tout, c'est possible. Parce qu'on est dans de très bonnes conditions, on a de super matos, on a les meilleurs, on a les vélos les meilleurs sur le tout. Grâce à la Benes qui est notre sponsor, donc c'est la moindre des choses, et la victoire est obligatoire. La victoire reste pour l'instant du côté du Burkina Faso avec Paul Daumont, premier aux 2 premières étapes du Tour. Il apprécie les efforts de la société béninoise de brasserie Sobebra en tant que sponsor. Il n'y a rien à envier face au Grand Tour. On le voit, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont consentis. On sent vraiment une bonne dynamique. Chaque équipe a été dotée de vraiment un gros lot de boissons. Donc on ne manque vraiment pas de boissons, que ce soit les sucreries ou l'eau. Vraiment c'est très important sur le vélo pour se rafraîchir, la boisson XL pour prendre de l'énergie. Donc vraiment on tient à les remercier, c'est fantastique. 223 km déjà parcourus par les cyclistes. Les regards sont tournés vers la ville de Parakou qui va abriter la 3e étape du Tour cycliste du Bénin. Eh bien, en bonus, ces informations hors de nos frontières, séance de vaccination au Kenya. Des agents de santé se déplacent de village en village pour administrer des doses de vaccins aux personnes âgées. C'est l'essentiel à retenir dans ce tour d'horizon que nous propose Axel Dancy. Des agents de santé se déplacent de village en village dans la région de Siaya, dans l'ouest du Kenya, afin de vacciner les personnes qui vivent loin des centres de santé. Selon une infirmière, ce service permet d'atteindre les personnes âgées qui ne sont pas en mesure de se rendre à l'hôpital. Plus d'1,5 milliard de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde 6 mois après le début des premières campagnes de vaccination, selon un comptage de l'AFP. La marée humaine aura duré une journée entière. Au moins 5000 migrants, dont 1 millier de mineurs, sont parvenus lundi dernier à atteindre, par la mer ou par la terre, l'enclave espagnole Ceuta, depuis le Maroc voisin. Des jeunes hommes, mais aussi des enfants, 1 millier de mineurs, selon la préfecture, et des femmes comptaient parmi ces migrants. Venus par mer, à la nage, utilisant parfois des bouées gonflables, d'autres encore sont arrivés en marchant,
à la faveur de la marée basse. Le président français Emmanuel Macron et son premier ministre Jean Castex ont pris ce mercredi matin un café en terrasse, loin de l'Élysée, pour illustrer, selon les mots du chef de l'État, un petit moment de liberté retrouvé avec la réouverture des commerces et des terrasses. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Ariane Da Silva à 23h30. Vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.